Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, l'économie chinoise suscite beaucoup de discussions, que ce soit en Chine ou dans le reste du monde. S'agit-il d'une économie qui a la capacité de se développer sur le long terme et comment la transition et les réformes s'opèrent-elles et quelles sont les nouvelles conceptions qui voient le jour? Aujourd'hui, nous allons procéder à une analyse en profondeur avec notre invité. Et j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Ding Yufan, chercheur à l'Institut Taihe, think tank de haut niveau situé à Beijing. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous faire un commentaire sur la performance de l'économie chinoise depuis le début de cette année? Depuis le début de l'année, en fait, on a assisté à un redéveloppement de l'économie chinoise. Alors, pendant le premier semestre, nous avons enregistré un taux de croissance de 5,2%. Dans une économie mondiale plus ou moins morose, et la performance de l'économie chinoise est remarquable. Car si on regarde aussi le taux de croissance par rapport à son taux d'inflation, le CPI, etc., en fait, la Chine a réussi à maintenir non seulement un taux de croissance relativement robuste, mais aussi un taux d'inflation complètement sous contrôle. Ce qui n'est pas le cas des autres grandes économies du monde. On qualifie souvent l'économie chinoise de nos jours d'une, entre guillemets, l'économie de transition. Où en est-on aujourd'hui dans cette transition, selon vous? Je pense qu'on a commencé à parler de la transition de l'économie chinoise. En fait, il y a très longtemps. Hein. Il y a plus de 10 ans. Non, successivement, on a parlé de la transition chinoise, de l'économie planifiée vers l'économie du marché. La structure de l'économie chinoise a été transformée. Donc, on a parlé aussi la transformation de la structure de l'économie chinoise a été aussi qualifiée de transition. Donc, de ce point de vue, pour le moment, la nouvelle transition de l'économie chinoise consiste à s'orienter vers des secteurs de production qu'on qualifie de nouvelle qualité de la force productive, c'est-à-dire vers des secteurs de technologie de pointe, vers l'utilisation massive de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle dans l'application industrielle, etc., etc. Tout cela consiste le contenu de la transition de l'économie chinoise. En fait, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, cette force productive de nouvelle qualité, cette notion a été révélée tout récemment, en fait, au début de l'année. Pourquoi cette notion a été mentionnée cette fois en ce début d'année et que signifie-t-il selon vous? En fait, c'est la transition. La transition, c'est-à-dire pendant un certain temps, surtout depuis la dernière crise financière de 2008, eh bien, à un moment donné, la Chine a relancé son économie grâce aux investissements dans les infrastructures et surtout grâce au développement très rapide de son marché immobilier. C'était ça qui a rendu l'économie chinoise très robuste, même après la crise financière de 2008. Si vous constatez, il y a bien sûr un ralentissement de la croissance chinoise, mais elle était descendue de 10 à 9 à 8 à 7%. Donc il y a un ralentissement plus ou moins contrôlé de la croissance chinoise. C'est un atterrissage en douceur, comme on dit. Oui, c'était un atterrissage en douceur. Puis, et tout récemment, surtout depuis le Covid, depuis la pandémie de Covid, etc., le marché immobilier commence à descendre plus rapidement que par le passé. Donc, du coup, dans le monde, il y a beaucoup de bruit qui dit que maintenant, l'économie chinoise a touché le plafond. Maintenant, il va descendre même par une sorte de dégringolade, par la chute spectaculaire du marché immobilier, etc. Donc, il faut trouver
un nouvel élan de la croissance chinoise. Juste une petite parenthèse. En fait, on parle beaucoup de la crise immobilière aujourd'hui en Chine. Selon vous, est-ce qu'il existe une crise immobilière en Chine? Non, si vous regardez le marché immobilier chinois, il est stabilisé maintenant. Il est stabilisé. Il y a eu à un moment donné une espèce de panique sur le marché, car à mesure que le prix de l'immobilier se ralentit et chute, ça provoque une espèce de panique dans la population, parce que la richesse familiale des foyers, etc., était composée dans une large part par la possession des maisons, des propriétés immobilières. Et donc, à mesure que le prix de l'immobilier tombe, et ça cause une espèce de panique. Mais maintenant, le prix est stabilisé. Et il y a bien sûr une restructuration du marché immobilier. Donc il y a des petits promoteurs immobiliers qui se sont fait fusionner par les grandes compagnies. Mais les grandes compagnies ont connu aussi une restructuration. Certaines compagnies ont fait faillite, fusionnées, acquis par d'autres compagnies. Et les institutions financières ont intervenu pour essayer de garder les bons biens des sociétés promoteurs immobilières très fortes pour remplacer ceux qui ont fait défaut. Donc on ferme cette parenthèse. Vous avez dit tout à l'heure qu'on va continuer sur cela, que certains disent qu'avec la chute du prix d'immobilier, l'économie chinoise a touché le plafond de la croissance. Oui, donc il faut trouver d'autres motivations, d'autres élans de la croissance chinoise. Et c'est sur ce point de vue que nous avons constaté que finalement, ce qui tire la croissance chinoise, pendant le premier semestre par exemple, c'est le développement des secteurs nouveaux. Les secteurs nouveaux en Chine, c'est principalement les secteurs qui concernent un développement durable. C'est l'énergie renouvelable, car dans le domaine de développement de l'énergie renouvelable, la Chine a fait un grand progrès, très grand progrès. Si vous regardez la électricité, la production de l'électricité par exemple, non seulement la Chine produit beaucoup d'électricité propre, comme on dit, la production de l'électricité propre en Chine représente plus de 40% du monde. Donc, la Chine, par elle seule, produit plus de 41% de l'énergie propre du monde. La capacité de production renouvelable, de production de l'énergie renouvelable peut satisfaire la demande de la consommation d'électricité d'un pays, comme la Russie par exemple. La consommation de l'électricité russe est inférieure à la capacité de production chinoise de l'énergie renouvelable, de même que Canada. Donc ce qui est un progrès énorme, la Chine va continuer cette voie pour remplacer de plus en plus le charbon, le pétrole, même le gaz dans l'avenir. La Chine va remplacer, et la Chine a un projet ambitieux d'arriver au pic de l'émission carbone à l'échéance de 2030, mais à ce rythme-là, on pourrait arriver déjà probablement l'année prochaine ou au minimum en 2026. On pourrait atteindre ce qu'on appelle le pic le sommet de l'émission carbone en 2005-2006. Et on pourrait aussi arriver l'objectif de la neutralité carbone probablement avant 2060. L'échéance a été décidée par le gouvernement chinois d'arriver à la neutralité carbone en 2060. Mais à ce rythme-là, on sera arrivé à la neutralité carbone beaucoup plus tôt que le prévu. Comme vous avez mentionné la production d'électricité, par exemple, que la Chine possède aujourd'hui une capacité de production assez importante, surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, justement, ça me fait penser
aux demandes de beaucoup de politiciens aujourd'hui, on va dans le média qui demandent à la Chine de gérer ses surcapacités dans la production, surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable. Quel est votre regard là-dessus? En fait, si vous regardez la capacité de production de l'énergie renouvelable en Chine, dans le monde, et les objectifs fixés par les différents gouvernements pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris, par exemple. L'accord de Paris des Nations Unies sur la neutralité carbone, la réduction de l'émission carbone dans le monde par tous les pays, etc. Seule la Chine est capable de maintenir les objectifs. Les autres pays, ils ont fait des promesses, ils n'arrivent pas à tenir leurs promesses, car ils n'ont pas fait beaucoup de progrès. Donc, au lieu d'avoir une surcapacité de production dans le domaine de l'énergie renouvelable, il y a un manque terrible de production de l'énergie renouvelable, même dans les pays développés, surtout dans les pays développés. Ils se sont fait beaucoup de promesses et finalement, ils ne pourraient pas tenir leurs promesses. C'est très grave. C'est très grave, parce que ça aurait un impact énorme sur le changement climatique. Et les pays se sont fait des promesses, et ils n'arrivent pas à tenir leurs promesses, mais c'est ça la réalité. La plainte sur la surcapacité de la production chinoise ne tient pas au compte qu'il y a un manque total de capacité de production de l'énergie renouvelable dans le monde. La Chine ne prend pas seulement en compte ces objectifs à eux, la Chine prend en compte aussi l'objectif du monde, de notre planète. Regardez l'exportation chinoise de l'énergie de véhicules électriques. Les véhicules électriques sont très bons en ce qui concerne la réduction de l'émission carbone. Mais ils sont critiqués, les véhicules électriques sont critiqués comme une exploitation de la surcapacité. Vous allez dans les pays en développement, en Afrique, dans les autres pays asiatiques, eh bien, les voitures électriques sont accueillies les bras ouverts par les consommateurs locaux. Donc cela veut dire que la Chine prend soin non seulement du marché chinois, prend soin des objectifs de la réduction carbonique, de l'émission carbone en Chine, mais aussi la Chine veut aider les autres pays à réduire l'émission carbone dans ces pays et pour aider ces pays à atteindre leurs objectifs. Ça, c'est vraiment un autre sujet qui mérite des discussions plus longues. Je crois que les accusations, ça dépend de différents pays. Selon un rapport d'analyse de l'Agence d'énergie internationale, l'Agence internationale d'énergie, eh bien, il y a un manque très important des équipements de production de l'énergie renouvelable dans le monde, et il aurait fallu un taux de croissance de plus de 28% par an pour que les pays tiennent leurs promesses, pour que les pays arrivent un peu aux objectifs du développement de l'énergie renouvelable. Alors que maintenant, à part la Chine, les pays sont loin de pouvoir atteindre cet objectif de plus de 20% de croissance. Eh bien, la Chine a l'intention de remplir le vide. Je comprends qu'il faut regarder vraiment, par exemple, l'énergie renouvelable d'un point de vue global, non seulement pays par pays, parce que c'est un défi que le monde doit relever, et non seulement chaque... La Chine se développe tellement rapidement dans ces domaines-là, eh bien, ceci a provoqué une panique aussi dans beaucoup de pays développés. Aux États-Unis, mais aussi, et quelquefois, en Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont l'intention de recourir à ce genre de protectionnisme, des mesures non tarifaires et tarifaires pour essayer d'empêcher les produits chinois d'entrer dans leur pays ou dans leur marché. Eh bien, je pense que c'est une attitude complètement aberrante. Les hommes politiques ou les politiciens du monde occidental ne prennent pas en compte les objectifs du développement de leur propre pays.
les objectifs du développement durable de leur propre pays, car s'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs de la réduction de l'émission carbone et de la neutralité carbone, eh bien, ça va avoir des impacts sur le monde. Regardez le nombre d'incendies forestiers en Europe, aux États-Unis, depuis ces dernières années. On se rend compte que finalement, le monde fait face à une accélération des calamités naturelles. Et des calamités naturelles sont causées par le changement climatique. Et puis, le public est conscient, mais les hommes politiques ne semblent pas très conscients des conséquences très importantes du changement du monde. Et là, il aurait fallu renforcer la coopération entre la Chine et le reste du monde pour essayer de faire face ensemble à ce genre de drame. Mais finalement, je pense que, surtout dans le monde occidental, ils sont angoissés par ce qu'on appelle la tension géopolitique, les conflits géopolitiques. Ils ont oublié totalement la tâche la plus urgente à laquelle fait face l'humanité, c'est le changement de notre planète. Là c'est les différentes priorités. Alors en Chine aujourd'hui, si on regarde le développement de l'économie et l'attention que le gouvernement accorde à des différents aspects de l'économie, quelles sont en Chine aujourd'hui les priorités et les secteurs les plus promoteurs qui peuvent devenir le nouveau moteur de croissance dans le futur ? À part cette partie développement durable, est-ce qu'il y a d'autres nouveaux concepts qui peuvent Il y en a beaucoup, parce que la Chine veut développer aussi son marché intérieur. Le développement de son marché intérieur consiste à rendre la population rurale plus riche, capable d'élargir la consommation. Le marché de consommation, etc. Donc, il faut investir davantage pour embellir la campagne chinoise. Et c'est en train de se faire en Chine. La construction de la nouvelle campagne bat son plein. Ça, c'est un grand projet. C'est un grand projet, c'est un projet de plusieurs décennies. Ça a commencé il y a à peu près plus de 15 ans. Ça continue. Si vous allez à la campagne chinoise, vous voyez un changement total. Et donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un changement, c'est-à-dire avant, on met l'accent surtout sur l'urbanisation, et aujourd'hui, on veut reconstruire la campagne pour que les gens restent dans la campagne et que gagnent leur vie dans la campagne. Il y a une petite modification de l'orientation de l'urbanisation. En fait, l'urbanisation est un processus très important dans le développement de la Chine, ou dans le processus de l'industrialisation de la Chine. On avait fait, l'urbanisation chinoise a emboîté le pas du modèle de l'urbanisation un peu à l'occidental, c'est-à-dire la construction des grandes villes, on fait face à... Mégapoles. C'est ça, des villes hypertrophiées, etc., etc. Bien sûr, les mégavilles, il y a des avantages pour avoir des villes hypertrophiées, car ça facilite. Les grandes villes ont un avantage, c'est qu'il y a un effet de déportement des avantages. Les connaissances, par exemple, les connaissances se déportent facilement et rendent les secteurs de plus en plus efficaces les uns avec les autres, etc. Mais en fait, ça a des inconvénients, beaucoup d'inconvénients. Pour ne citer qu'un, c'est l'embouteillage. Et c'est le logement un peu étroit, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une ville hypertrophiée et d'avoir des espaces très larges pour tout le monde. C'est impossible. C'est pour ça que dans les grandes villes, la vie n'est pas très facile. Ce n'est pas l'idéal de la société chinoise. L'idéal de la société chinoise, c'est une espèce d'harmonie entre l'homme et la nature. C'est pour cela que dans le nouveau plan de l'urbanisation chinoise, nous avons un plan de construire des milliers et des milliers de petits bourgs
beaux bourgs, des petits bourgs, c'est-à-dire c'est une espèce de transition, à nouveau, une espèce de transition entre la campagne traditionnelle et les villes modernes d'aujourd'hui. Et là, les gens seraient au milieu d'une nature très riche, en harmonie. Il y aurait une espèce d'harmonie entre la nature et l'homme. En fait, sur le sud-ouest de Pékin, on est en train de construire une nouvelle ville, Xiong'an. La ville sera complètement faite à la fin de cette année, à la fin de 2024. Et à partir de 2025, il y aura les gens vont emménager dans cette ville. C'est une ville complètement nouvelle, qui démontre cet idéal de l'harmonie entre la nature et l'homme. Parce que c'est une ville très bien disposée, entourée, parcelée de jardins publics, de parcs, etc. On aura l'intention de vivre avec la nature tout en ayant accès à des facilités de la vie moderne. Effectivement, même si quand je voyage parfois dans le banlieue de Beijing, dans les campagnes à côté, ils ont bien construit les petits auberges, les restaurants qui sont pas mal du tout, je trouve, aujourd'hui. Alors, il y a un autre constat, c'est qu'aujourd'hui, à part l'urbanisation, on voit qu'il y a un effort de l'intégration régionale, par exemple la région de Delta de Yangtze, par exemple, et dans le nord et dans le sud. Pourquoi ce genre d'effort dans l'intégration régionale? En fait, oui, l'intégration régionale peut rendre l'économie beaucoup plus efficace. C'est le plan de construction de plusieurs centres d'agglomération, en fait. Le centre d'agglomération, ici, Pékin, Tianjin et Xiong'an et toute la province du Hebei serait constitué comme un centre d'agglomération. Le delta du Yangtze est un autre centre d'agglomération. Le delta de la rivière de Perle, donc autour de Guangzhou, Shenzhen. On parle aussi de la grande région, la région de la Grande Baie, c'est-à-dire Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen, etc. Toute la région. C'est une région de delta de la rivière de Perle un peu élargie. Tout cela, ce sont un nouveau type de plan de l'urbanisation pour rendre les villes interconnectées, donc ce qui facilite la communication, etc. Là aussi, sur le fleuve Yangtze, il y a aussi un autre plan de l'urbanisation pour rendre les villes au long du fleuve Yangtze plus connectées. Donc là aussi, il y a plusieurs axes. Entre la ville de Chongqing et la ville de Chengdu, il y a aussi un axe. Et Chengdu, Chongqing, plus Xi'an et Wuhan, ça fait aussi notre centre d'agglomération, des grandes villes. Plusieurs pôles, des villes seront interconnectées. Ce sont, en fait, à la taille de Chine, ce n'est pas des villes de première importance, mais à l'échelle mondiale, internationale, ce sont des villes très, très importantes. Chongqing a une population de plus de 32 millions d'habitants. De même que Chengdu, Xi'an et Wuhan, ce sont des villes avec plus de 10 millions d'habitants. Donc, avec ce genre de pôle, va soutenir des activités industrielles très sophistiquées dans la région. Donc, je pense qu'avec la constitution de ces pôles, de ces centres d'agglomération, ça va rehausser l'efficacité et la productivité
de ces économies, surtout industrialisées. Alors, on voit bien qu'il y a des évolutions qui sont en train d'opérer au sein de la société chinoise. Par exemple, une population vieillissante, par exemple, la campagne qui est en train de s'améliorer. Alors, quelles sont les nouvelles opportunités alors pour les entreprises étrangères aujourd'hui en Chine, à part bien sûr le secteur de développement durable que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que je vois déjà dans ma ville natale, il y a des services pour les personnes âgées qui viennent de France en fait, et qui coûtent très cher. Et c'est plein. Oui. Ouais, en fait, oui. En fait, les activités de services pour la population de troisième âge et ce qu'on appelle un acteur de soleil levant. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'opportunités dans ce... C'est qu'au début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Car de plus en plus, on va prendre soin de ces personnes âgées parce que pour les personnes âgées, il y a des besoins spécifiques. Et heureusement, les personnes âgées en Chine, maintenant, ils ont des pouvoirs d'achat assez importants. Ils ont un pouvoir d'achat assez important. Ouais. Donc, ils ont des moyens de consommation. Je viens de visiter une entreprise à Shenzhen. Une entreprise spécialisée dans la production des robots sous forme humaine. Ah oui. L'ambition de l'entreprise est de fournir des robots à chaque famille dans 5 ans. Dans 5 ans, il dit que c'est comme ici, maintenant, une famille a au moins une voiture. Mais dans l'avenir, chaque famille aurait au moins un robot à la maison. Un robot industriel, un robot familial qui fait tout à la maison. C'est aussi c'est un développement assez important qui peut rendre le service beaucoup plus accessible à la maison, qui prend soin des personnes âgées aussi bien que des enfants, etc. Et aujourd'hui, on voit aussi que, par exemple, en Chine, à Wuhan, par exemple, ils sont en train de construire la Smart City aussi avec des entreprises françaises. Quelles sont les orientations de ce genre de coopération? À Wuhan, oui, ça fait un certain temps que je suis allé visiter. La cité était la cité intelligente, disons. Oui, la cité intelligente. C'est un quartier, en fait. Ça s'appelle la cité intelligente. Mais en fait, c'est un petit quartier de Hanyang. Voilà, c'est à Hanyang. Hanyang, parce que Wuhan est originalement composé de 3 grandes villes, Hanyang, Hankou et Wuchang, alors que Wuchang et Hankou se sont beaucoup développés et il n'y a pas suffisamment de place pour de grands projets de construction. Alors Hanyang, en comparaison avec les 2 villes, Hanyang a encore de l'espace. C'est là qu'il y a une zone, ce qu'on appelle une zone qui a été construite sous forme de ville intelligente. C'est un projet franco-chinois. Et là aussi, on a utilisé beaucoup de projets, beaucoup de techniques très avancées. C'est une zone qui est considérée comme une zone éponge. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage, une utilisation à nouveau de l'eau. Wuhan, c'est une ville avec beaucoup de lacs, etc. Et là aussi, donc on va réutiliser les sources d'eau. Il y a aussi les moyens de transport en commun sont très développés. Avec TGV, métro, toutes sortes de transports en commun. Il y a aussi le plan de l'infrastructure de cette zone est très bien conçu.
très bien réalisé, et ça va être une zone d'habitation très agréable dans l'avenir. Alors, je vous remercie, M. Ding, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.